Bonjour à toutes et à tous. Wow, c'est parti. Voilà, il y a déjà plus de feuilles, c'est pas grave, on va y aller sans feuilles. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ici pour cette nouvelle conférence aux Amphis. Vous savez qu'il y a eu d'innombrables conférences, ça continue encore, c'est pas fini. Voilà, j'ai retrouvé ma première feuille et j'aurai le temps de reclasser tout à l'heure. Merci d'être présent. Je sors moi-même de la conférence que vient d'animer Manon Aubry dans l'amphi Louise Michel à l'intérieur de ce palais des congrès. Et c'était une conférence, une réunion qui se tenait sur la percée, la montée de l'extrême droite, des extrêmes droites partout en Europe, puisque vous savez que le groupe parlementaire conduit brillamment par Manon Aubry au Parlement européen, eh bien, est à la pointe de la lutte contre l'extrême droite en Europe. Ici, il s'agit aussi de s'intéresser, de décrypter, d'analyser les méthodes utilisées, exploitées par l'extrême droite et même d'ailleurs l'extrême centre, puisqu'il y a une porosité, on va le voir aussi lors de nos échanges entre les idées d'extrême droite et des partis qui se disent de gouvernement. Eh bien, il s'agit ici, dans ce contexte où l'idéologie d'extrême droite progresse partout, d'analyser ces moyens parce que ça ne se fait pas tout seul. L'extrême droite, elle ne progresse pas par magie. C'est pas simplement une tendance, il n'y a pas une tendance naturelle, il n'y a pas simplement des médias qui font un battage quantitatif sur des idées nauséabondes, racistes et contre les droits humains. C'est également des stratégies élaborées, des stratégies fines, des stratégies prévues et partagées entre les différents pays européens et même dans le monde qui sont utilisées. Et parmi ces stratégies pour progresser, les fascistes, les identitaires, les nationalistes de tout poil s'emploient à détourner certaines de nos luttes. Les luttes légitimes, des luttes progressistes, humanistes, universalistes, nos luttes féministes et pour les droits des personnes LGBTI. Ils le font avec beaucoup de cynisme, d'hypocrisie, mais aussi d'opportunisme. Et je le disais, ce sont des stratégies qui sont pensées. Donc il s'agit de les comprendre, de les déconstruire, de s'armer pour pouvoir opposer des discours, opposer des contre-stratégies pour contenir cette vague brune qui n'est pas inéluctable. On le sait d'ailleurs. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, je suis sûr que chacune et chacun ici l'ont déjà fait, à lire le formidable ouvrage de l'Institut La Boétie qui explique que la montée de l'extrême droite est évidemment résistible, qui est ici, voilà, donc je fais la promo du livre de l'ILB, mais légitimement parce que c'est une autre manière de s'armer contre les idées rances de l'extrême droite. Et je suis ravi et honoré aujourd'hui de partager cette table, cette conférence avec Sarah Garbagnoli et Gianfranco Rebuccini, que je vais rapidement introduire, mais que je laisserai parler évidemment le plus rapidement possible pour qu'à la fin on ait un temps d'échange également et qu'on puisse faire circuler un micro pour des questions-réponses. Alors, Sarah Garbagnoli est sociologue féministe et chercheuse associée au laboratoire d'études de genre et de sexualité de Paris 8. Et dans tes travaux, Sarah, tu analyses notamment les rhétoriques et les dispositifs mobilisés contre la théorie du genre, que tu décodes comme un nouvel instrument de lutte idéologique au service des conservatismes religieux et des droites nationalistes. Et aujourd'hui, tu co-diriges des projets de recherche qui s'appuient sur l'intersection entre marxisme contemporain et théorie queer, notamment. Et Gianfranco Rebuccini est philosophe, anthropologue, spécialiste en études de genre et queer, et tu t'es intéressé tout particulièrement aux enjeux politiques des masculinités, notamment au Maghreb et en Europe. Et aujourd'hui, chargé de recherche au CNRS et co-directeur du laboratoire d'anthropologie politique du CNRS et de l'EHESS. Voilà, alors je vais te passer la parole tout de suite, Gianfranco, pour commencer par définir la notion, je l'ai dit, des stratégies cyniques, hypocrites et opportunistes déployées par l'extrême droite. Ce sont les stratégies d'homonationalisme et de fémonationalisme dont Gianfranco va nous faire un premier tour et notamment nous présenter ce à quoi consiste le concept d'homonationalisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais commencer par introduire notamment
le concept d'homonationalisme. Et je vais dire tout de suite que c'est pas forcément un concept qui a été utilisé ou qui recouvre ou qui décrit forcément des politiques d'extrême droite, mais à la base et fondamentalement, il a été inventé par une géographe et théoricienne qui s'appelle Jasbir Puar pour décrire et définir plutôt des politiques progressistes et de gauche. C'est en réalité homonationalisme. Dans la définition d'homonationalisme, il y a homo et nationalisme. Mais dans homo, c'est pas tellement homosexuel qui est décrit, mais c'est plutôt homonormativité. Homonormativité, qui est un autre concept qui a été créé, introduit par une autre théoricienne américaine qui s'appelle, je vais faire un petit drop no naming, mais c'est peut-être utile aussi d'avoir quelques références, qui s'appelle Lisa Dagan, qui a donc construit ce concept d'homonormativité qu'elle appelle comme la sexualité du néolibéralisme, et notamment les politiques sexuelles du néolibéralisme. Donc la question du néolibéralisme est ici très importante, parce que c'est à partir justement des années 80 et 90 on voit un changement assez radical dans les politiques de revendication LGBTQI, que Lisa Dagan appelle homonormative. C'est-à-dire qu'on passe par exemple de politiques et de revendications révolutionnaires des années 70 à des politiques plus de demande de nouveaux droits et de nouvelles intégrations à la normalité, ce qui a été beaucoup travaillé et étudié par plusieurs études aujourd'hui. Et on a vu à partir des années 80 et 90 comment les mouvements LGBTQI à l'international, en France, aux États-Unis, mais aussi en Europe, sont passés donc dans des revendications plutôt révolutionnaires qui étaient des revendications qui faisaient la jonction avec les mouvements révolutionnaires internationaux, les mouvements ouvriers. Et notamment en France, on peut faire l'exemple du phare, qui était un mouvement révolutionnaire marxiste-léniniste. On peut faire d'autres, les Gasolines. Il y avait plein de groupes révolutionnaires dans les années 70. On passe à une phase qu'on a appelée une phase néolibérale, donc de normalisation des subjectivités LGBT, par une hégémonisation de revendications qui étaient plutôt des revendications d'inclusion, à la fois inclusion dans la sphère économique, avec une normalisation des comportements, une normalisation aussi des subjectivités LGBT qui sont devenues de plus en plus normalisées par le capital et le capitalisme, c'est-à-dire avec des phénomènes de consommation qui deviennent de plus en plus importantes pour la définition des identités sexuelles dissidentes, et par la rénonciation d'une politique révolutionnaire, et plutôt par un ancrage dans une politique d'inclusion et de revendication de nouveaux droits. Ces politiques passent principalement par des revendications principales. Aux États-Unis, on a des revendications du mariage pour tous, la revendication d'entrer dans l'armée et l'adoption, et des lois contre de pénalisation de l'homophobie. On a en France, on n'a pas la question de l'armée, mais on se retrouve en France avec, dans les mêmes années, donc à partir des années 80-90, des revendications qui sont des revendications plutôt d'intégration, disons, et d'intégration au modèle national, au modèle de la citoyenneté, et on renonce complètement à des politiques révolutionnaires. Donc, les revendications se fondent sur une normalisation des sexualités dissidentes, normalisation qui passe par la promotion de modèles de sexualité, de modèles de solidarité entre les personnes LGBT qui deviennent de plus en plus fondées exclusivement ou presque exclusivement sur le couple, et sur la fidélité, sur l'exclusivité, sur
des modèles donc, qui se fondent donc sur le modèle de la famille nucléaire hétérosexuelle. Et c'est pour ça qu'on parle d'homonormativité. Homonormativité qui renvoie à l'hétéronormativité, c'est-à-dire qu'on de plus en plus les subjectivités LGBT, notamment gays et lesbiennes par ailleurs, parce que les subjectivités trans ont une autre histoire qui n'est pas la même, au moins dans cette époque des années 80-90. On parle aujourd'hui de plus en plus de transnormativité pour les années 2010 et 2020. Mais dans les années 80 et 90, il n'y avait pas du tout une volonté d'inclusion et il n'y avait pas de politique non plus d'inclusion de la part de l'État pour les personnes trans. Et l'autre pendant donc à part cette question de la famille nucléaire, de la normalisation des subjectivités LGBT et queer, il y a la question très importante qui est la question sécuritaire. Alors, aux États-Unis, comme je vous disais, il y a la question de rentrer dans l'armée. Donc la volonté de pouvoir intégrer l'armée pour les LGB aux États-Unis, donc les lesbiennes, les gays et les bisexuels, ce qui était interdit dans les années 80 et 90. Donc il y a des luttes pour pouvoir intégrer l'armée. Et après, il y a toute la question, donc des luttes très, très fortes sur la reconnaissance donc, d'une pénalisation spécifique pour les délits et les crimes homophobes. Donc une majoration, disons, de la peine pour des questions de violence homophobe, transphobe, lesbophobe, etc. Donc voilà, ça c'est les deux piliers. Et à quoi ça sert en fait? Pourquoi ça amène pour Jasbir Puar à l'homonationalisme en fait? Parce que cette homonormativité, ça rend les sujets LGBT et queer des sujets dociles. Des sujets dociles qui peuvent après être embrigadés dans des politiques nationales et nationalistes. C'est-à-dire que parce que les sujets, les revendications LGBT notamment, deviennent de plus en plus normalisés et de plus en plus dociles et donc compatibles avec le modèle national, avec le discours national, avec un certain modèle de normalité citoyenne, il est plus facile de les embrigader dans des discours nationalistes, dans des discours de citoyenneté, dans des discours civilisationnels. Et petit à petit, de plus en plus, à partir des années 80 et 90, on voit des groupes LGBT, et aussi dans les années 2000 même en France, on voit des groupes LGBT avoir des politiques d'inclusion et nationalistes de plus en plus importantes à partir donc de ces stratégies de lobbying pour l'obtention des droits. C'est-à-dire que c'est une espèce de monnaie d'échange entre les droits et l'inclusion à la nation, l'inclusion à la citoyenneté. Et donc, qu'est-ce que ça produit, cette inclusion des sujets dociles LGBT et queer? Ça produit, d'une part, l'exclusion du périmètre de la citoyenneté des sujets LGBT queer qui ne sont pas dociles, qui sont restés non dociles ou indisciplinés ou indisciplinables. Donc, ça crée une exclusion à l'intérieur des mouvements LGBT et queer entre ceux qui sont normalisés ou normalisables, dociles donc pour l'État et pour le capital, et les autres. Donc ça crée une espèce de séparation entre les intégrés et ceux qui ne veulent pas se faire intégrer. Mais ça crée aussi cette intégration des sujets LGBTQI, aussi des munitions au discours qui est un discours plus ancien de l'exceptionnalisme occidental par rapport à la sexualité. C'est un discours colonial et impérialiste de dire que l'Occident, notamment les pays européens et les États-Unis, ont un rapport à la sexualité et au genre qui est le bon rapport, qui est la bonne chose, comme il faut faire
pour traiter les femmes et les questions de genre et de sexualité, il faut le trouver en Occident, en Europe, etc. Et tout le reste du monde aurait donc un autre exceptionnalisme, et notamment les pays musulmans, dans ce qui est les politiques après le 11 septembre, notamment, et ce qui est analysé par Jasby Poire, c'est justement cette période après le 11 septembre. C'est d'assigner notamment les musulmans à un autre exceptionnalisme, et ce serait un exceptionnalisme inverse, c'est-à-dire d'avoir un problème avec la sexualité, un problème avec le traitement des femmes et un problème avec la sexualité en général, et plus particulièrement avec la sexualité dissidente. C'est-à-dire qu'évidemment, on crée donc d'un côté des pays qui seraient respectueux des droits et des sujets LGBTQI, donc l'Occident, et de l'autre côté, on aurait les barbares, et notamment les musulmans, qui ne seraient pas capables, ou qui sont homophobes, transphobes, sexistes, etc. Donc on crée donc cette division extrêmement importante, mais qui est une division qui n'est pas née avec l'homonationalisme, mais ce qui fait l'homonationalisme, c'est qu'introduit dans ce discours général d'exceptionnalisme la question du respect des droits des personnes LGBT, qu'il n'y avait pas avant. Et on voit bien aujourd'hui que, par exemple, aux États-Unis, ce discours ne fonctionne plus non plus, parce qu'au fait, c'est quelque chose qui ne marche plus pour les États-Unis, pour des pays comme les États-Unis, la Hongrie, l'Italie. Ça ne marche pas, ce discours-là, parce qu'au fait, on peut pas... Ils n'ont pas envie, l'extrême droite, dans ces pays, d'embrigader des personnes LGBT qui sont, au contraire, encore des ennemis. Mais pour des pays, disons, progressistes, ce discours de séparation entre les bons et les mauvais, entre les civilisés et les barbares, marche quand même assez bien. Comme on le voit, on l'a vu dans les années 2010, avec, par exemple, Hillary Clinton, quand il a fait un grand discours sur les droits des homosexuels, les personnes LGBT comme des droits humains à l'ONU à Genève, en disant exactement ça, en disant qu'il y a des pays dans lesquels les droits des homosexuels ne sont pas respectés, qu'il faut que ça cesse. Et en disant à l'inverse, évidemment, que, par exemple, aux États-Unis, tout ça n'existait pas. Parce qu'il y a seulement des pays qui ne respectent pas les droits des LGBT, et que donc il faut que ça cesse dans ces pays. Un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est toujours dans les années 2010, parce qu'après, évidemment, ça a un peu changé. Le Premier ministre britannique David Cameron, qui est toujours en 2011, dans une réunion du Commonwealth, a même osé dire que les aides britanniques pour les pays du Commonwealth doivent être données seulement aux pays qui respectaient les droits des homosexuels. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Une autre chose qui est peut-être, donc il y a cette question de l'exceptionnalisme. Cette question de l'exceptionnalisme est utilisée aussi aujourd'hui, et peut-être de façon encore plus choquante, par Israël pour justifier ces crimes de guerre et de génocide, en disant que, par exemple, et pour silencier toutes les solidarités qui peuvent exister entre les personnes LGBT, qui sont très importantes par ailleurs aujourd'hui au niveau international, entre les associations, les associations, les groupes et les collectifs LGBT queer envers la Palestine, et pour silencier tout ça et pour justifier aussi ces crimes de guerre et le génocide, Israël dit évidemment que le Hamas est homophobe et qu'en Palestine on tue les homosexuels. Sans évidemment dire qu'en réalité, ce qui tue les homosexuels en Palestine, ce sont les bombes d'Israël. Après, peut-être une chose qui pourrait être intéressante à dire, et après je m'arrête, c'est que j'ai trouvé un article en préparant aujourd'hui de Amandine Lebellec, qui est une jeune politiste française, et qui a écrit une notice que je vous conseille parce qu'elle est très intéressante,
sur le dictionnaire du genre en traduction, qui s'appelle Homonationalisme, et elle fait une proposition de séparer deux conceptions de l'homonationalisme, c'est-à-dire une conception de l'homonationalisme qui serait plutôt pour décrire un phénomène, comme par exemple tous les phénomènes parce qu'on en a pas parlé, comme les phénomènes d'homonationalisme direct dont on pourra parler aussi aujourd'hui, et le processus homonationaliste qui est plus quelque chose qui serait ancré dans une histoire longue de l'impérialisme et du colonialisme. Et je pense que ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça évite de dire qu'il n'y a plus de homonationalisme aujourd'hui parce qu'il y a l'extrême droite au pouvoir dans certains pays. Et ça évite aussi de dire que l'homonationalisme soit seulement des phénomènes qui ont occurrence, qui peuvent arriver, qui peuvent aussi disparaître. Mais je pense que, et sans attaquer, par exemple, à l'histoire longue du colonialisme et de l'impérialisme occidental. Je pense que ça, c'est une question intéressante à discuter. Voilà, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gianfranco. On voit à quel point, effectivement, ce concept d'homonationalisme est une grille de lecture pertinente pour comprendre comment cette approche qui vient de loin, permet aujourd'hui à des mouvements réactionnaires de laisser penser, d'employer une rhétorique pseudo-progressiste, mais qui en fait, en réalité, consiste à, tu le disais, à juste titre, avoir créé une forme de contexte pour rendre docile une partie de la population et puis lui accorder comme une sorte de monnaie d'échange une intégration au même niveau que celle dont bénéficient les personnes qui relèvent de la sexualité, du libéralisme, comme tu le disais, l'hétéronormativité. Et donc cet homonationalisme est une grille de lecture très pertinente pour montrer comment cette approche est récupérée par les mouvements réactionnaires pour nuire finalement à nos droits, à nous toutes et tous. Et je passe sans plus attendre la parole à Sarah pour aborder cette fois-ci la notion de fémonationalisme dont on va voir qu'il y a des ressorts, alors c'est pas totalement superposable, mais des ressorts communs en tout cas dans l'approche de ces deux concepts. Absolument. Tout d'abord, je vous remercie d'être là. Je remercie les Amphi pour l'invitation. Je remercie Sarah Arnaud et toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette rencontre avec enthousiasme politique qui fait du bien. Dès qu'on arrive ici, on commence à respirer. On le disait avant, on sent vraiment un oxygène qui fait du bien et qui manque tellement dans la société où le sens commun nous écrase un peu. Être ici dans ce chantier des débats intellectuels et politiques, mais aussi dans un chantier d'éducation populaire, donne de la force, même pour sortir plus armé après. Le programme est passionnant, on verra aussi ici demain, et même la rencontre d'aujourd'hui est particulièrement intéressante, et il me semble, parce que elle nous aide à comprendre certains phénomènes politiques récents qui datent depuis une trentaine d'années et qui ont aussi une histoire qui s'inscrit dans une diachronie plus longue, comme disait Gianfranco. Le phénomène, il a déjà trois aspects. On peut parler d'instrumentalisation du discours féministe à des fins racistes. On peut parler, et c'est autre chose, de convergence d'une partie des féministes ou des fémocrates, c'est-à-dire les féministes institutionnalisés, avec les mouvements nationalistes, les mouvements d'extrême droite, les mouvements proto-fascistes. On peut parler des collusions, et c'est encore autre chose, entre une partie des mouvements d'émancipation, les mouvements féministes, les mouvements des minoritaires sexuels, avec des discours nationalistes, racistes, xénophobes et islamophobes. En fait, le concept de fémonationaliste a été inventé par une sociologue italienne, je ne sais pas si ça est devenu britannique entre-temps, Sara Farris, qui effectivement l'a calqué
sur celui de homonationalisme. Le concept, ça l'a fabriqué à la moitié des années 2010, parce qu'effectivement, elle commençait à étudier dans des cas nationaux spécifiques, l'Italie, les Pays-Bas et la France, une convergence inédite entre, effectivement, féministes, fémocrates et des discours, des politiques racistes et notamment islamophobes. En fait, elle, dans sa recherche, elle montre comment, au fil des années 2000, les hommes musulmans sont construits comme par essence dangereuses pour les sociétés occidentales, comme par essence oppresseurs à l'égard des femmes, et s'isole, en fait, se constitue toute une narration de sauvetage des femmes musulmanes, des femmes immigrées, de leurs hommes. Et en fait, il y a donc cette instrumentalisation d'un discours qui s'appuie sur l'idée de l'égalité entre les sexes pour justifier des politiques racistes. La chose intéressante du travail de Sarah, qui est une féministe marxiste, c'est aussi celui d'aller voir le volet économique, l'aspect économique derrière cette instrumentalisation et derrière cette convergence. En fait, elle analyse comment les politiques néolibérales d'intégration des groupes des femmes immigrées non occidentales les canalisent dans des secteurs ségrégés, précarisés, privatisés. C'est les secteurs du soin. Donc, d'un côté, on affirme les sauver de leurs hommes, on affirme promouvoir leur émancipation. De l'autre côté, le capital les subsume, les absorbe pour les faire travailler dans des secteurs-là. Voilà la signification première du terme fémonationaliste, qui aujourd'hui est employé aussi pour penser donc d'autres actions qui sont menées, par exemple, par l'extrême droite, que ce soit Marine Le Pen ou Bardella, qui stigmatisent les étrangers, effectivement, avec un discours pseudo-féministe, ou en disant, dans ces quartiers-là, les homosexuels ne peuvent pas aller. Que ce soit par des nouveaux collectifs, je pense notamment à celui des Nemesis, qui a été fondé en 2018 et que depuis donc 5-6 ans empeste les mobilisations le 8 mars ou les mobilisations en novembre contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, au nom d'un féminisme identitaire, comme il l'appelle, qui en fait n'est autre chose qu'une forme d'antiféminisme et de racisme éhonté. On peut voir aussi des formes fémonationalistes dans des gouvernements d'extrême droite, malgré tout. Par exemple, Meloni, qui elle aussi, quand elle se présente comme femme, comme mère, comme blanche et comme chrétienne, elle dit vouloir défendre la vie des femmes, la vie des mères, contre ces hommes-là, qu'elle poste sur ses réseaux sociaux les images des viols commis par des personnes racisées. Et donc, il y a vraiment cette racialisation du sexisme, comme s'il était juste une question qui relève des hommes racisés. D'un côté, il y a une essentialisation des femmes, qui sont vues comme un groupe naturel, et si possible des mères, des familles traditionnelles. Et de l'autre, donc les hommes blancs qui disparaissent et qui à la limite deviennent les sauveteurs, les protecteurs des femmes blanches et les sauveteurs des femmes migrantes. Et on peut voir en fait ce détournement de la notion de féminisme déjà dans certains discours qui ont été élaborés au sein de l'Église catholique, au sommet du Vatican,
à la moitié des années 90, j'étais très très étonnée quand j'ai commencé à étudier ce discours. Et je l'ai étudié pour des raisons très personnelles en fait. Je suis italienne, je suis lesbienne et je voyais le pape tous les jours à la télé, ça me suffoquait. Je vivais dans une famille naturelle, comme on dit, traditionnelle, et donc homophobe, lesbophobe et raciste, comme les familles naturelles doivent être. Et je commençais à lire ces textes-là et j'étais très étonnée de l'obsession que l'Église catholique avait pour le genre à ces moments-là. Et ils avaient bien raison, parce qu'ils avaient compris que la notion de genre, quand elle dénaturalise la catégorie de sexe, est extrêmement révolutionnaire, en fait. Mais l'Église catholique n'a pas seulement inventé l'étiquette, la théorie du genre, en déformant et en diabolisant la notion de genre et toute entreprise de dénaturalisation de l'ordre sexuel. Elle s'est aussi présentée comme porteuse d'un projet féministe. Je suis tombée de ma chaise. C'était en 1995 quand Jean-Paul II a écrit « Il faut inventer un nouveau féminisme ». Et ce nouveau féminisme, c'est en fait un féminisme qui s'appuie sur l'idée que les femmes sont un groupe naturel qui est constitué par des valeurs, par des dispositions, par ses prédispositions. Donc, quand on désormais on entend le mot féminisme, que ce soit les gens d'extrême droite ou les néolibéraux, en fait, ils nous invitent à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que, bien sûr, comme tout mouvement social, derrière le féminisme, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui est traversé par différents courants. Et si on prend le début du MLF en 1970, on voit déjà qu'il y avait le courant marxiste, le courant matérialiste, le courant révolutionnaire, le courant essentialiste. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, en raison probablement aussi de certains acquis des luttes des mouvements féministes et des mouvements LGBTQI. En fait, les non-féministes, voire les antiféministes, ne peuvent plus l'être comme avant. Ils ont dû, en fait, mettre à jour leur discours et donc tordre même la notion de féminisme de façon à avancer masqué. Il ne peut plus se dire en faveur, par exemple, de la soumission des femmes aux hommes, telle que l'Église a fait jusqu'à il y a, je ne sais pas, 40 ans. Maintenant, il faut dire on est pour un nouveau féminisme qui célèbre les vertus féminines et qui célèbre, en fait, l'égalité dans la différence. Donc, il y a tout ce camouflage, cette nouvelle manière de pouvoir exercer son propre antiféminisme avec cette espèce de lifting qui fait qu'on peut avoir des groupes comme Némésis ou des groupes qui se disent féministes, qui là encore célèbrent l'essence féminine et qui se veulent féministes. Donc il y a tout ce travail en fait de détricotage d'un discours pour aller voir effectivement comment les analyses, mais surtout les mouvements, sont infiltrés par des groupes qui restent foncièrement antiféministes. Et quand je dis antiféministes, j'entends essentialistes et racistes. La ligne fémonationaliste ne concerne pas que les partis populistes, les partis proto-fascistes ou les partis d'extrême droite. Elle est incarnée aussi par l'extrême centre, ce centre qui est si poreux, je ne sais pas si on dit poreux en français, en tout cas avec l'extrême droite. Et donc des figures comme Aurore Berger ou Marlène Schiappa effectivement incarnent cette ligne qui met en avant l'idée de laïcité, qui en fait est construite sur l'idée d'une stigmatisation, là encore, des hommes non blancs. Ou alors les lois contre l'harcèlement de rue, ou alors là encore mettre en avant le fait qu'en France il n'y aurait pas de violences sexuelles qui viendraient seulement de certains quartiers, de certaines classes sociales ou de l'extérieur. Et cette
racialisation du sexisme, on la voyait déjà à la fin des années 80 ou 90, bien avant l'arrivée de Macron, avec tout ce qui est arrivé au moment de la controverse sur le port du voile. Donc effectivement, c'est quelque chose qui date et qui s'inscrit, et là encore s'enracine dans le passé colonial français. Donc tout ça pour dire qu'il s'agit des deux concepts extrêmement intéressants et qui par ailleurs changent un peu leur forme selon les usages dans le champ militant, dans le champ politique ou dans le champ théorique, qui sont un peu plastiques aussi, parce que par exemple quand on utilise féminationalisme, souvent c'est juste pour dire instrumentalisation d'un discours féministe à des fins racistes. C'est devenu ça, mais c'est aussi de la convergence parfois, et c'est aussi de la collusion. Et Sarah parlait très très clairement du rôle central joué par le néolibéralisme dans la légitimation de ce discours. Il me semble qu'on peut faire travailler ces notions pour penser notre présent. Il y a aussi des formes, j'ai l'impression, d'homonationalisme dans certains partis des mouvements néofascistes italiens ou d'extrême droite. Je prends quelqu'un comme Lucio Malan, ici, heureusement, il est complètement inconnu, mais c'est vraiment quelqu'un au cœur de la réaction italienne, et qui, voilà, dans ses discours, il fait aussi, lui aussi, un partage entre les bons homosexuels et les mauvais homosexuels. Les bons homosexuels sont ceux qui resteraient discrets, sont ceux qui resteraient à la maison à lire, je ne sais pas, les dialogues de Platon, parce que ça, c'était la vraie homosexualité, où effectivement, il n'y a pas de revendication. Il ne faut pas qu'il y ait de la revendication. Il ne faut pas qu'il y ait de la politisation de la sexualité. Donc là aussi, on peut voir comment il y a toujours cette ligne de partage entre les bons et les mauvais, que ce soit les bonnes femmes ou les mauvaises femmes. Les mauvaises femmes, ce seraient les féminazis, les féministes racisées, les femmes trans, les femmes qui pratiquent l'islam, les femmes queer. Donc il y a vraiment ce partage entre ce qui est respectable pour l'ordre bourgeois et pour le capital, et ce qui ne l'est pas, ce qui est assimilable et ce qui ne l'est pas. Effectivement, ces concepts, et il y a aussi le concept de nationalisme sexuel qui peut être mobilisé, qui est un concept qui nous permet d'étudier de manière diachronique, donc sur la longue durée, ou de manière synchronique, en étudiant différents cas nationaux, comment effectivement sexe et sexualité et race sont les catégories et les rapports sociaux qui sont derrière la construction des frontières nationales. Chaque nation a une norme nationale qui définit qui sont les inner et qui sont les insiders et les outsiders, qui sont ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et effectivement, ce concept nous permet d'analyser comment ce insider et outsider ont changé au fil des décennies. Donc, les homos étaient dehors. Maintenant, une partie des homos peuvent être embarqués dedans. Et donc, c'est des concepts très, très utiles à utiliser de manière très fine pour voir comment la norme nationale a une base sexiste, homophobe et raciste qui s'articule et qui change aussi, qui peut devenir homophile pour certaines raisons et pour certains homosexuels. Et donc, voilà, c'est très intéressant de voir comment des concepts critiques nous permettent de voir une réalité présente, mais qui, on l'a dit, ça racine aussi dans le passé. Et encore une fois, quand on lit les textes féministes, on voit que depuis les années 70, les féministes insistent sur le fait que les concepts critiques, les concepts révolutionnaires sont importants. D'ailleurs, pas de mouvement révolutionnaire sans théorie
révolutionnaire. Je crois que c'était Lénine qui le disait, parce que ces concepts-là nous permettent de voir, ils ont véritablement un rôle théorique. La théorie veut dire en grec faire voir quelque chose que le sens commun nous cache. Et donc mettre de la politique, de la lutte et de l'histoire où le sens commun, mais de la tradition ou de la nature. Donc je disais, dès la naissance du MLF, les féministes qui l'ont fondé, les féministes révolutionnaires, les féministes matérialistes, ont insisté sur l'importance des concepts au point qu'ils parlaient de féminisme comme d'une révolution de la connaissance, une révolution théorique, conceptuelle, épistémologique. Et d'ailleurs, il faut aussi écouter les réactionnaires et les proto-fascistes quand ils nous disent que nos concepts et nos concepts révolutionnaires gênent. Et c'est pas pour rien que depuis 25 ans ou 30 ans, on voit des milliers de personnes défiler dans les rues avec des panneaux, des pancartes contre un concept. Ça, c'est la première fois dans l'histoire qu'on se mobilise contre un concept. Et on l'a vu, le concept de genre, qui est là encore, naturellement, il y a différentes théories du genre qui peuvent être plus ou moins révolutionnaires, plus ou moins dénaturalisées. En tout cas, voir des réactionnaires, voir des proto-fascistes qui se mobilisent contre un concept, ça nous aide à nous motiver à continuer à utiliser des concepts critiques et révolutionnaires de manière fine pour voir comment l'oppression marche et comment on peut lutter contre les systèmes d'oppression qui nous pèsent sur les épaules. Et naturellement, on a vu aussi aux États-Unis des personnes marcher contre le concept sociologique de race. Et en France, on se rappelle des attaques de Macron ou de Blanquer contre l'usage de la notion sociologique de race, de racialisation ou d'intersectionnalité. Donc tout ça pour dire que l'usage des concepts fémonationalisme, nationalisme sexuel ou homonationalisme nous dit, c'est aussi ça, que c'est important la théorie révolutionnaire pour un mouvement qui se veut vraiment révolutionnaire. Et ça nous aide aussi à penser la manière à travers lesquelles les groupes minoritaires pensent leur action par rapport au système en vigueur. Parce que d'un côté, il peut y avoir des stratégies d'inclusion, des désirs d'assimilation, ceux dont parlait Gianfranco. Et ça veut dire, en tant que sujet minoritaire, je veux m'intégrer, je veux m'assimiler, je veux que ma minoration soit effacée, je veux devenir comme les autres. Une autre manière que les minoritaires ont d'agir par rapport au réel et au monde social est celle de se penser comme irréductiblement différents. Et donc de se dire, non, nous, on ne veut pas être assimilés parce que presque par nature, on est différent. Il y a une troisième manière qui est celle aussi des militants, des théoriciens, des chercheurs qui pensent à travers des concepts matérialistes de la société, qui est celui de rentrer dans le monde social vu et pensé comme une arène ennemie. C'est la féministe lesbienne matérialiste Monique Wittig qui disait « Je pense mon action politique comme une manière d'entrer dans l'arène ennemie et de changer et de détruire les rapports d'appropriation, d'infériorisation, de réification qui sont dedans et les rapports catégoriaux qui correspondent à ces rapports sociaux. » Donc, tous ces concepts-là nous invitent aussi à peut-être, aller au-delà de cette funeste opposition entre assimilationnistes ou différentialistes pour pouvoir effectivement rentrer dans l'arène ennemie et casser la baraque. Merci beaucoup. Merci Sarah. Casser la baraque. J'aime bien une intervention qui termine par abattre la citadelle aussi. Certains d'autres auraient pu dire abattre la citadelle. La citadelle, effectivement, Ségolène. Merci pour ce formidable complément de ma collègue Ségolène Amiot qui est dans la salle. Alors, on l'a vu, les concepts d'homonationalisme et de fémonationalisme, ils permettent de comprendre une tendance lourde et structurée des politiques contemporaines.
c'est l'instrumentalisation sélective de groupes de population, les femmes, les personnes LGBTQIA+, au service de projets racistes, impérialistes et néolibéraux. Ce n'est pas des dérives anecdotiques, encore une fois. C'est des stratégies qui sont centrales dans les récits de légitimation des pouvoirs en place, qu'ils soient d'ailleurs, tu l'as dit Sarah, autoritaires ou qu'ils se revendiquent des droits de l'homme. Ce sont des concepts qui ont en commun une même mécanique, c'est intégrer certains groupes minoritaires ou minorisés pour mieux en exclure d'autres, souvent racialisés, précaires ou issus de l'immigration. Donc ce sont des mécanismes politiques très élaborés, très construits, sous des abords qui peuvent paraître dans un premier temps contradictoires, en tout cas quand on voit les personnalités, notamment politiques ou médiatiques, qui portent ces soi-disant propositions qui seraient féministes ou favorables aux personnes LGBTQIA+. Donc ces deux concepts fonctionnent selon la même structure logique, une logique de jeu d'inclusion pour mieux exclure, dans le but de servir, je l'ai dit, un projet nationaliste, raciste, impérialiste ou encore néolibéral. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est bel et bien une stratégie délibérée de construction d'un nous civilisé et tolérant, qui serait opposé à un eux arriéré et menaçant. Donc Gianfranco et Sarah ont bien décortiqué ces mécanismes. On a eu par exemple en France récemment, en tout cas pendant la campagne, la dernière campagne des législatives, un Jordan Bardella qui se voyait déjà Premier ministre, qui a publié une vidéo sur X dans laquelle il disait s'adresser à toutes les femmes de France. Et il s'y présentait comme le futur Premier ministre qui garantira de manière indéfectible à chaque fille et à chaque femme de France ses droits et libertés. Jordan Bardella. Il disait que grâce à lui, lorsqu'il sera dans son esprit Premier ministre, eh bien, il pourra garantir la liberté de s'habiller comme on l'entend. On entend surtout ce qu'il veut dire derrière cette phrase. La liberté de disposer de son corps. Quand on sait à quel point le Rassemblement national est le groupe qui a le moins voté en faveur de la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Et il ajoute dans cette vidéo qu'en France, la femme, alors selon Jordan Bardella, en France, la femme est libre et elle le restera. Voilà. Donc, ouais, il y en a qu'une, déjà la femme, voilà. Donc pour Jordan Bardella, la femme est libre en France et elle le restera. Quand on sait à quel point le patriarcat est ancré, est incrusté dans tous les pans de notre société, à quel point les femmes dans ce pays et dans pratiquement tous les autres sur la surface de cette planète souffrent d'une oppression permanente, de violence, de phénomènes de domination patriarcale, la femme en France sera ravie d'apprendre par Jordan Bardella qu'elle est libre. Et donc, on sait bien que c'est un discours totalement scabreux, puisque près de 300 000 femmes en France sont victimes chaque année de violences conjugales, donc au sein du couple. Et on sait aussi, grâce au collectif Nous Toutes, que dans 9 cas sur 10, dans 91% des cas de violences sexuelles, les victimes connaissaient leur agresseur. Donc on est bien loin de l'idée du mythe de l'étranger barbare qui serait venu en France pour agresser la femme blanche, comme dirait Jordan Bardella. Mais donc voilà, il élude le fait que le Rassemblement national, y compris le groupe auquel il appartient au Parlement européen, a voté contre une résolution qui visait à condamner la Pologne qui interdit l'avortement. Son groupe aussi au Parlement européen s'est abstenu contre l'introduction du droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et également, son groupe au Parlement européen a voté contre une résolution qui visait à lutter contre le harcèlement sexuel au sein même des institutions de l'Union européenne. Donc malheureusement, pourtant, ce discours fémonationaliste a tendance à plutôt bien fonctionner en France. En tout cas, il y a une forme d'efficacité, puisque c'est un des rares pays où l'écart
au niveau de l'analyse du contenu des votes, il y a dans tous les pays, ou presque partout en tout cas, toujours une tendance à un vote masculin bien plus important pour les extrêmes droites. En France, cet écart se réduit, c'est-à-dire que de plus en plus de femmes votent également pour le Rassemblement national. Il faut dire que en France, la fenêtre d'Overton a peut-être pu se déplacer un petit peu plus facilement pour le RN, puisqu'ils ont la figure absolument, j'ai pas de mots, scandaleuse, abjecte, immonde d'Éric Zemmour, qui lui, alors, ne fait pas dans le fémo-nationalisme. Lui, il a dit, par exemple, que lui-même est accusé d'ailleurs à plusieurs reprises d'agression sexuelle, et il a dit que les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. Ça, c'est Éric Zemmour. Donc c'est vrai que quand Éric Zemmour dit ça, Bardella peut se faire passer pour celui qui va défendre les femmes en France. Il a dit aussi que le fait que Dominique Strauss-Kahn ait été vu menotté à New York après l'agression qui a eu lieu au Sofitel, eh bien, il a dit, Zemmour, que Strauss-Kahn menotté, c'était une castration de tous les hommes, français. Voilà. Donc, c'est sûr que ça rend un petit peu plus confortable pour le Rassemblement national, en France en tout cas, la capacité à tenir ces discours fémo-nationalistes quand on a à sa droite une figure aussi repoussante qu'Éric Zemmour. Mais ça a été dit, c'est pas simplement l'extrême droite qui exploite ce concept et cette approche de déguisement de leur posture et de prétention d'avoir une politique qui permettrait de défendre les droits des femmes. Ça a été fait aussi au sein même du gouvernement. Tu parlais des fémocrates, tu parlais, Sarah, de Marlène Schiappa. Effectivement, comme secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes entre 2017 et 2020, Marlène Schiappa a mis au centre de l'agenda politique de ce qu'on peut appeler le féminisme d'État. Elle a mis comme mesure principale un projet de loi pour la pénalisation du harcèlement de rue, et on sait très bien ce qu'il y a derrière ce type d'approche. Quand on concentre les luttes féministes sur le harcèlement de rue, on permet finalement à l'imagerie de l'extrême droite de progresser, puisque on cadre uniquement les oppressions des femmes dans le pays comme un problème qui serait territorialisé et même racialisé, qui serait le fait exclusif de jeunes hommes migrants ou issus de l'immigration ou perçus comme étant issus de l'immigration postcoloniale, et qui serait évidemment principalement maghrébines et africaines dans leur esprit, et qui vivent dans des quartiers populaires. Et toute la campagne politico-médiatique qui a eu lieu derrière cette mesure phare portée par Marlène Schiappa quand elle était secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, et bien toute la campagne politico-médiatique autour du harcèlement de rue a constitué une opportunité formidable pour le Rassemblement national de faire progresser cette vision d'hommes migrants barbares qui viendraient envahir le pays et s'attaquer à nos femmes blanches. Ça, c'est ce qu'ils ont, eux, dans leur tête, évidemment. Alors, ces mécanismes à l'œuvre, homonationalisme et fémonationalisme, ont aussi cours à l'international. Ce sont des instruments également géopolitiques. Par exemple, ça a été dit par Gianfranco, Israël se présente comme un havre de tolérance pour les personnes LGBTQIA+, au Moyen-Orient, notamment avec l'image du gay Tel Aviv. Et en opposant cette image aux terroristes du Hamas, c'est ce qui nous est souvent dit, ce qu'on entend souvent comme discours qu'on nous oppose lorsqu'on évidemment soutient légitimement la cause de la Palestine et la dénonciation du génocide. Eh bien, on nous dit vous soutenez les terroristes du Hamas qui jettent des homosexuels depuis les immeubles. Donc là, c'est typiquement un mécanisme aussi d'utilisation du concept d'homonationalisme, et qui permet encore une fois de donner l'impression qu'il y aurait une société démocratique, libérale, occidentale, ou en tout cas occidentalo-compatible contre un monde extérieur, barbare et souvent musulman, ou en tout cas
qui pratiquerait l'islam et qui serait dangereux et qui, lui, nuirait à la cause des personnes qui ont une sexualité différente. En Inde aussi, le gouvernement nationaliste de Modi instrumentalise les droits des femmes pour stigmatiser les musulmans, puisqu'il y a une campagne contre un prétendu love djihad. Il y aurait l'organisation structurée en Inde d'un djihad par l'amour, par des hommes musulmans qui épouseraient volontairement des femmes hindoues pour les convertir. Et donc Modi met en avant une lutte contre le love djihad, qui serait la capacité pour des musulmans d'épouser des femmes hindoues et pour faire progresser une islamisation de la société. Donc là encore, la rhétorique de la protection des femmes devient évidemment un prétexte à la répression et au contrôle de la sexualité interreligieuse. Aux États-Unis, Donald Trump, on se souvient que pendant la dernière campagne présidentielle, il a dit, alors cette phrase, c'est pareil, elle est ahurissante, mais venant de Donald Trump, plus rien ne nous surprend. Il a dit qu'une fois élu, il allait protéger les femmes, qu'elles le veuillent ou non. Voilà. Donc déjà Donald Trump en protecteur des femmes, on a vu plus rassurant. Et puis, donc, qu'elle le veuille ou non, donc lui, c'est une caricature de la bêtise. Il s'embarrasse même pas, lui, du vernis progressiste, puisque c'est des paroles évidemment totalement misogynes, patriarcales, paternalistes, tout ce qu'on veut. Et on sait à quel point il déploie une politique catastrophique pour ce qui est du droit des femmes aux États-Unis, et notamment sur le droit à l'IVG. Et en Europe également. Ces postures fémonationalistes et homonationalistes sont aussi exploitées par plusieurs gouvernements et invoquées pour restreindre l'accueil des réfugiés, avec l'argument que certains migrants, on l'a dit, menaceraient des valeurs pseudo-occidentales de démocratie. On l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Italie, on le voit aussi en France, où l'extrême droite, mais aussi le gouvernement, notamment avec Bruno Retailleau, utilise un discours sécuritaire ou un discours de pseudo-égalité pour légitimer des politiques racistes qui sont fermées aux solidarités internationales. Il y a donc un continuum idéologique qui va de l'extrême droite à l'extrême centre, en ce que le discours de la protection des femmes ou des homosexuels est devenu un outil rhétorique qui permet à l'extrême droite de se présenter comme progressiste. Et c'est donc un retournement stratégique. Il y a ceux qui, historiquement, ont combattu les droits des femmes ou des minorités sexuelles, qui aujourd'hui font semblant de s'approprier la lutte pour ces droits et finalement pour construire une frontière raciale et dans leur esprit civilisationnel. Mais il y a des manières d'y répondre, évidemment. On l'a dit, l'ascension de l'extrême droite, elle est totalement résistible. Et pour cela, ça a été évoqué également, il s'agit de revenir à la posture originelle. Il faut renouer avec une radicalité originelle des luttes dans les années 80-90, les luttes pour les droits des femmes, les luttes pour les droits des minorités sexuelles étaient souvent perçues comme radicales, et d'ailleurs plus que perçues, elles étaient radicales, elles étaient subversives, elles étaient parfois même anti-étatiques, et il faut, et on le fait ici avec les insoumises et les insoumis, mais même plus largement dans la gauche révolutionnaire dans le pays, revenir à une forme de radicalité originelle de nos luttes et ne pas nous les laisser voler par ces imposteurs et refuser que ces luttes soient devenues des symboles de modernité, qu'elles soient édulcorées ou qu'elles se voient affublées des critères de distinction civilisationnelle, évidemment. Il faut également ne pas permettre que on puisse déconnecter les luttes. Il faut garder à l'esprit que les luttes féministes et LGBTI
sont nécessairement, intrinsèquement dans une perspective décoloniale, dans une perspective anticapitaliste et antiraciste. On ne peut pas, finalement, aborder ces questions d'égalité, et c'est ce qu'on fait à la France insoumise. On ne peut pas aborder les questions d'égalité entre les unes et les autres, entre les uns et les autres, en ne parlant pas de l'intersectionnalité des attaques que nous subissons. On ne peut pas éluder le fait que les discriminations sont faites de manière coordonnée et de manière à ce que sont empilées les situations qui sont celles de chacune et chacun, qu'on soit perçu comme étant d'origine étrangère ou qu'on soit, qu'on revendique une sexualité différente. Alors, il faut également ne pas laisser nos collectifs être gangrénés par ces collectifs déguisés qui proviennent finalement de l'extrême droite. Ça a été le cas récemment dans la Pride à Paris, puisque il y a des groupes comme les Fiertés Citoyennes, que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être à Paris, ou Eros également, un collectif soi-disant de défense LGBTI, qui a été imposé par le ministre de l'Intérieur dans la marche. Le collectif de l'inter-LGBT, les 130 structures membres du collectif à Paris avaient souhaité que Eros et Fierté Citoyenne ne puissent pas marcher dans la marche, dans la Pride à Paris, dans la marche des fiertés. Et pourtant, la préfecture a fait en sorte que ces deux collectifs totalement usurpateurs puissent marcher, puissent être intégrés à la marche des fiertés, malgré le fait qu'ils soient très clairement racistes, islamophobes, queerphobes, et qui refusent l'intersectionnalité et déforment les combats pour les droits LGBTI. Donc la seule réponse possible, c'est pas simplement l'indignation morale, c'est une politique de la rupture. Il faut refuser les compromis avec les structures du pouvoir, refuser les oppositions imposées et œuvrer à une solidarité politique radicale, intersectionnelle et révolutionnaire. Et c'est sur ces bases que le programme L'Avenir en commun a été pensé et qu'il est construit. Je l'ai dit, il a été construit d'ailleurs en lien et en coordination avec les organisations féministes et LGBTI et en s'inspirant des travaux de chercheurs, de chercheuses, d'universitaires et de nombreux collectifs qui contribuent aussi dans le cadre de l'Institut La Boétie à construire et à faire évoluer notre programme L'Avenir en commun. On conçoit à la France insoumise l'émancipation pleine et entière de chacune et chacun comme devant être profondément enraciné et le programme est un tout cohérent. On commencera par inscrire l'égalité de toutes et tous dans le cadre de la 6e République. C'est par l'élaboration d'une nouvelle constitution que les droits LGBTI et également évidemment les droits des femmes seront consacrés. C'est dans la 6e République que nous pourrons viser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, entre les personnes cisgenres et transgenres, non-binaires ou intersexuées. Et nous consacrerons donc cette égalité dans la loi fondamentale, ou en tout cas nous créerons les conditions pour que l'Assemblée constituante, vous le savez, qui sera celle qui sera chargée de rédiger cette nouvelle constitution, puisse rédiger, ancrer ces droits fondamentaux dans cette nouvelle constitution. Et puis, il y a évidemment un ensemble de mesures que vous connaissez toutes et tous, sur lesquelles on va peut-être pouvoir revenir dans le cadre de l'échange, puisqu'il y a maintenant un micro qui va circuler dans l'Assemblée. On va pouvoir revenir sur les mesures concrètes, sur les manières concrètes de répondre à ces discours usurpateurs qui détournent nos luttes et faire en sorte que l'extrême droite, cette vague brune qui semble monter partout, qui semble irrésistible, ne puisse pas remettre en cause nos droits avec en plus le cynisme et l'hypocrisie de faire semblant, de jouer une sorte de théâtre pour arriver au pouvoir et de faire semblant de s'approprier nos luttes. Donc voilà, on va faire tourner un micro.
et prendre les interventions. Je ne sais pas qui pourrait se charger de faire passer le micro, c'est Sarah. Merci beaucoup. Déjà, merci pour cette conférence. Je voulais parler du fait que donc vous avez parlé de la différenciation entre les pays qui, soi-disant, accepteraient les personnes LGBT et d'autres qui ne les accepteraient pas. Mais j'aimerais bien préciser et rappeler que les pays qui n'acceptent pas, entre guillemets, les personnes LGBT, si elles le font, c'est pas juste comme ça. C'est aussi issu de la colonisation. Moi personnellement je suis africain, je suis même maghrébin, si au Maghreb il y a de telles lois, c'est à cause de la colonisation française. C'est la colonisation française qui a apporté les LGBT-phobies dans nos pays, et nos sociétés étaient bien plus progressistes que l'Occident actuel à cette époque-là. Et du coup, pour illustrer ça, je voulais juste partager cette anecdote entre guillemets, le fait que aujourd'hui la punition pour le délit d'homosexualité au Maroc, c'est exactement la même qu'il y avait dans le code français durant la colonisation, et c'est vraiment exactement la même au niveau des durées et au niveau de l'argent qui va être payé, sauf que maintenant c'est transféré en dirhams, mais c'est exactement la même chose. Et aussi, je voulais revenir sur par rapport à donc le fait que Israël, la LGBT-phobie d'Israël envers les Palestiniens, pour dire que je sais pas si, je pense que c'est pas très connu, mais il y a eu et ça a été relayé par Jewish Voices for Labor, le fait que Israël a utilisé Grindr, qui est une application, je pense, assez connue dans l'Assemblée, pour faire de certains Palestiniens des informants et pouvoir faire du blackmail en fait, tout simplement. Et même au niveau même si on parle juste des Israéliens, le progressisme entre guillemets d'Israël n'est fait que pour alimenter l'appareil sioniste, parce que on a par exemple l'exemple d'une femme trans qui avait brûlé sa convocation au service militaire, qui racontait que à partir de ce moment-là, elle avait eu une explosion d'insultes transphobes qui lui étaient envers elle. Ça montre qu'à partir du moment où on se place en défaveur de l'appareil sioniste, même si on est israélien, on va faire face à toute la LGBT-phobie qu'il y a dans l'État israélien, et qui n'est pas et qui ne sera jamais notre allié. Voilà. Merci beaucoup. Faut que je me rapproche. Ok. Merci beaucoup. Moi, je suis une femme trans, et sur les réseaux, je me prends beaucoup la tête avec des TERF et avec des homonationalistes et LGBT nationalistes, enfin surtout LGBT nationalistes. Mais il y en a quand même des trans qui sont comme ça. Pour aller vite, je suis plutôt d'accord sur le fait que oui, il y a l'extrême centre, mais la gauche n'est pas très jojo non plus sur ces questions-là, notamment le PCF, notamment le PS, et que les TERF du PCF qui se sont installés dans le PCF utilisent énormément les logiques islamophobes et du coup essentialistes et biologisantes pour à la fois attaquer les personnes trans et ne pas nous considérer comme des femmes, mais aussi du coup ramener l'homme maghrébin, l'homme musulman comme un agresseur. Donc il y a ces questions-là aussi qu'il va falloir ne pas laisser dans nos angles morts à gauche, et même s'il y a des alliances possiblement et tout ça, voilà, moi j'en ai rien à branler de ces alliances-là avec le PS et le PCF, quoi. Bonjour, merci pour vos interventions. Vous parliez tout à l'heure de ne pas déconnecter les luttes. Moi, je voudrais amener la discussion sur la question du travail du sexe, parce qu'il me semble que les discours abolitionnistes sont complètement dans les logiques fémonationalistes, et qu'il suffit de regarder par exemple le cas de Ni pute ni soumise pour voir que les discours abolitionnistes, les discours islamophobes et les discours anti-trans sont très liés. Donc j'aurais bien voulu vous entendre sur ce sujet-là. Merci.
Alors, très rapidement, moi j'aurais aimé faire le lien entre la transphobie et l'apparente acceptation de l'homosexualité dans certains milieux, notamment à droite. Où effectivement, même au RN, on peut compter quelques députés aujourd'hui qui ouvertement assument leur homosexualité. Alors bizarrement, très peu de femmes lesbiennes, beaucoup d'hommes gays, cis évidemment. Et justement, le lien à faire avec cette proposition de loi qui a été portée au Sénat pour l'interdiction d'accès aux bloqueurs hormonaux pour les jeunes enfants trans, qui, à mon sens, et là j'aurais bien aimé avoir votre avis, savoir si peut-être je me fourvoie, à mon sens, n'est qu'une forme d'homophobie déguisée qui, en fait, empêcherait les jeunes trans d'accéder suffisamment tôt à ces thérapies pour que leur développement physique aille effectivement dans le sens de leur genre de naissance et que le cispassing, donc le fait d'être détecté ou détectable, on va dire, dans leur transition, soit impossible et qu'à tout moment, on soit en capacité d'identifier une personne trans et donc de ne certainement pas pouvoir prendre le risque d'être attiré ou de tomber amoureux, amoureuse d'une personne trans par inadvertance. Et donc finalement, que ce soit une homophobie déguisée derrière cette transphobie. Peut-être je me fourvoie. On va déjà répondre à ces questions et on verra ensuite si on a le temps parce qu'à 19h, il faut vraiment qu'on s'en aille. Pour répondre peut-être à la dernière question, moi je pense que c'est la transphobie pure en fait, c'est plutôt que de l'homophobie déguisée. Je pense qu'il ne faut pas trop chercher trop loin, c'est vraiment de la transphobie contre les mineurs trans, c'est vraiment quelque chose me semble assez clair, plutôt que de l'homophobie. Enfin voilà, ça c'est mon sentiment, j'ai pas, ça me semblait pas trop ambigu comme proposition. En fait, je pense que ça va dans le sens d'une campagne internationale contre les trans qui est la même aux États-Unis. On voit bien qu'il y a la question et en Angleterre aussi, la question des mineurs est une question centrale dans ces politiques TERF ou transphobes qui se jouent dans ces pays aussi. Là, je voulais juste dire deux mots sur la question importante et peut-être un peu large de comment créer des solidarités intersectionnelles. Et je pense que la question qui a été posée sur la gauche, je pense qu'elle est importante. Justement pour répondre à cette question, pour ne pas juste avoir une pétition de principe sur il faut avoir des luttes intersectionnelles et juste se dire voilà on a fait ça et c'est bon quoi. Et je pense qu'une des façons pour avoir une lucidité sur ce qui est la possibilité de créer des luttes et des solidarités entre mouvements LGBTQI+, et les luttes décoloniales pour aller vite, c'est justement faire un constat un peu lucide sur ce qui est aujourd'hui la forme idéologique qui prend la nation et le nationalisme. Et je pense que là, aujourd'hui, on en a un peu parlé, il ne faut pas évacuer la question du fait que cette forme nationale de la nation contemporaine dans nos États occidentaux se fonde beaucoup sur un discours du progressisme, qui est un discours de gauche. Et c'est pour ça que c'est facile pour des partis de gauche comme le PCF, le PS, avoir des discours homonationalistes. Parce qu'en fait, c'est des billes, le progressisme, qui sont faciles à jouer dans le discours nationaliste. Parce que la nation se fonde, il faut le dire en fait, il faut le dire que notre non-nation se fonde aussi aujourd'hui beaucoup
sur ce discours progressiste et du progressisme. Et est-ce qu'on est capable de dire ça sans renoncer au progressisme, parce que moi aussi je suis progressiste, mais je ne voudrais pas renoncer au progressisme, mais en se disant que ce discours progressiste crée aussi ces phénomènes homonationalisme et féminationalisme en divisant les bons et les mauvais qui peuvent ou veulent ou comment dire, accepter ce même discours, ou qui même peuvent accepter ce même discours. Je vais faire un exemple un peu concret. Il y a un discours dans le mouvement queer, notamment un peu alternatif, sur l'abolition de la famille. Okay, c'est un discours très progressiste qui répond des luttes des années 70 contre la famille nucléaire, ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Est-ce que ce discours anti-famille, contre la famille, de dépérissement de la famille, d'abolition de la famille, est un discours qui aujourd'hui, actuellement, est un discours qui crée des ponts avec le mouvement décolonial? Est-ce que c'est possible pour des personnes non blanches en France de dire « Fac, la famille, je n'ai rien à foutre de ma famille ». C'est pas possible. Et donc, voilà, est-ce qu'on est capable, même dans nos propres mouvements, de se dire, voilà, il y a certaines choses du progressisme du discours progressiste qui posent problème à ces solidarités intersectionnelles. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on peut commencer de là plutôt que se dire, oui, on est tous ensemble, on fait l'intersectionnalité, on est tous gentils et on continue. Ça, ce sont des points d'achoppement, je pense, importants et qu'il faut avoir en tête pour ne pas justement se dire c'est l'extrême droite les méchants, nous on est des gentils. C'est pas aussi simple que ça, je pense. C'est pas seulement l'extrême droite qui instrumentalise. Il y a aussi des questions qui sont plus profondes. Comme je vous disais, c'est des questions qui dérivent d'une histoire longue du colonialisme et de l'impérialisme, qui se jouent aujourd'hui aussi. Ce sont des questions qui sont des questions importantes et qu'il faut prendre un petit peu de face, quoi. Il ne faut pas se cacher derrière un discours un peu angélique sur... voilà, je ne dis pas qu'on le fait ici, mais voilà, c'est quelque chose qui, moi, ça me tient à cœur parce que je pense que c'est seulement avec cette lucidité qu'on peut commencer à avoir des discussions avec un champ décolonial qui a d'autres priorités par ailleurs, qui est par exemple l'abolition de la famille. Parce que la famille, pour les personnes non blanches, est aussi une forme de sécurité contre les politiques racistes qui existent en France, et que donc on n'a absolument pas envie d'y renoncer. Et donc ces solidarités familiales, c'est impossible de dire, voilà, soyez progressistes, abolissons la famille, on passe à autre chose, quoi. Ben non, en fait, c'est pas si simple que ça. Merci. Ouais. Je vais prendre la question sur le travail du sexe. Alors, il y a un débat dans la France insoumise. On discute. On n'est pas dans un mouvement qui serait sclérosé, caporalisé, ou comme d'ailleurs certains ou certains parfois aiment le prétendre. Moi, je crois que, en tout cas, je m'exprime là personnellement, je crois que la loi de 2016 a montré très clairement des effets pervers. On entend les revendications, j'entends les revendications. J'ai eu à Strasbourg, dans ma circonscription, des échanges assez nombreux sur le sujet. Le fait que cette loi pense pouvoir mettre dans une même approche, dans un même couloir quelque part, des personnes qui subissent la prostitution, qui subissent le travail du sexe, et des personnes qui souhaitent, qui demandent, qui veulent librement pouvoir exercer le travail du sexe, la loi de pénalisation
des clientes et des clients, eh bien, elle a créé des grandes difficultés de sécurité, des grandes difficultés de précarité pour des personnes qui nous disent librement, voilà, moi je souhaite pouvoir continuer d'exercer. Donc, on l'entend, je l'entends. Il y a il y a un livret LGBTI dont fait partie d'ailleurs Ségolène, qui est ici présente, ma collègue députée, qui s'empare de ces sujets, qui s'est emparé de ces sujets. C'est le livret, pour être complet, LGBTI et droits nouveaux. Et Ségolène a déposé elle s'est emparée du sujet dans le sens où elle a écrit un rapport sur la pornographie qui va dans le sens de la protection des travailleurs du sexe. Donc, moi, je crois effectivement qu'on doit entendre le fait que des personnes nous disent que on ne peut pas, comme ça, sous prétexte de principes moraux, eh bien, penser pouvoir avoir une posture qui serait morale sur voilà, des personnes qui souhaitent pouvoir exercer le travail du sexe librement. Il y a un syndicat à Strasbourg d'ailleurs qui défend ces personnes. Et moi je crois qu'il faut les entendre. Et en tout cas, je les entends, je vous entends pour celles et ceux qui, dans ma circonscription, ont souhaité aborder ce sujet avec moi. Voilà. Merci pour vos remarques et questions. En fait, pour préparer l'intervention de ce soir, j'ai retrouvé un texte des années 80 d'une sociologue féministe matérialiste qui s'appelle Colette Guillemin, qui a écrit un très beau livre sur la perception raciste qui s'intitule L'idéologie raciste. Et j'avais complètement oublié qu'elle écrit un texte où elle dit qu'effectivement, les racistes aujourd'hui sont ceux qui utilisent le mot de progrès ou de culture et qui ne peuvent plus utiliser le mot race. Donc je vous la cite, c'est un passage très court. Définir société, peuple et communauté par leur culture est aujourd'hui, les années 80, considéré comme un mode légitime de connaissance de la diversité humaine. Cette opinion est largement partagée, bien au-delà des sphères culturalistes. Mais quand on parle de culture, on entend identité, racines, différences. Un tel ensemble référentiel, racines, différences, identité, est censé rendre compte de la culture. Chaque culture serait à la fois stable dans son identité, immémorielle par ses racines et spécifique dans sa différence. Et c'est précisément l'ensemble qui était jusqu'ici formulé sous la notion de race. Donc, les rapports sociaux disparaissent sous le caractère unifiant de la notion de culture, alors même qu'on pensait éviter la substance en fuyant l'idée de race, le mot de race, on la retrouve entière sous le mot culture. Race et culture sont devenus synonymes dans le système de perception raciste contemporain. Merci beaucoup. On va prendre Merci. une dernière question. Il y avait une dame... venez. Et Tristan... Moi, j'avais plein de questions, mais je vais juste amener une remarque sur la question de l'efficacité électorale de l'homonationalisme et du fémonationalisme. Ça a été mentionné, le fait que l'extrême droite, aujourd'hui en France, il y a autant de femmes que d'hommes qui votent pour le RN. Il y a deux éléments intéressants quand même. Là, en 2024, il y a un article qui vient de sortir qui montre que en fait, les femmes qui votent pour le RN sont significativement plus sexistes que les autres femmes. Et en fait, c'est pareil, parmi les personnes LGBTQIA+, qui votent pour le FN, qui sont pas si nombreuses que ça, parce que les personnes LGBTQIA+, votent très majoritairement pour la gauche, et bien en fait, c'est les plus hostiles aux droits des personnes trans, ça c'est pas surprenant, mais aussi des droits des personnes homosexuelles qui votent pour le RN. Et je pense qu'il faut se méfier d'une lecture qui penserait cette stratégie homonationaliste et fémonationaliste comme efficace. Et d'ailleurs, l'un des derniers sondages qui est sorti, qui a été publié sur le vote des personnes LGB de mémoire, il n'y avait pas les personnes LGBT, c'est un sondage de Hexagone
commandé par Hexagone, think tank de Pierre-Édouard Stérin. Donc je pense qu'il y a un enjeu à regarder aussi qui produit des données sur l'effectivité de cette stratégie homonationaliste, parce que ça en fait partie en fait. Voilà. Oui, je vous remercie, parce que ça fait du bien un peu de... Voilà. Parce qu'il n'y a pas du trop voilà, de féminisme, de réflexion autour de tout ça. Vous avez insisté sur l'intersectionnalité, et je vous en remercie. Parce que je voulais dire mon profond, inquiétude sur le fait de ne pas traiter tous les systèmes de domination en même temps et de privilégier, parce que des attaques sont plus spécifiques apparemment du côté que sur d'autres. C'est-à-dire que si on oublie de lutter sur un des systèmes de domination qu'est le patriarcat, qu'est le capitalisme, qu'est le colonialisme, qu'est le racisme, eh bien, on justifie que ça perdure. C'est-à-dire qu'on maintienne tous les systèmes de domination, en fait, et en croyant que l'accent doit être mis sur l'un plus que sur l'autre. Donc, je trouvais que c'était important de le dire. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les essentialistes, j'ai fait partie des mouvements féministes, voilà. J'ai participé, entre autres, aux luttes pour le droit à l'avortement et à la contraception. Je voulais dire que ce qui est fondamental dans les luttes antipatriarcales, c'est la sexualité qui ne produit pas d'enfants. C'est-à-dire la maîtrise sur le corps des hommes ou des femmes, et ça lie l'homosexualité, la transsexualité et le droit à disposer de son corps, et de laisser faire, de laisser que ce soit les dominants, les pouvoirs politiques qui aient ce droit sur le corps de chacun d'entre nous et sur notre sexualité. Et ça, je trouve que c'est un enjeu important qui nous lie les uns avec les autres et qu'on avait revendiqué. Et je voulais dire autre chose. Dans les courants matérialistes dont je faisais partie, on s'est battu pour mettre en place des formes de militants, des constructions, des organisations politiques. Entre autres le MLAC, qui était des mouvements mixtes, la CADAC, pour le droit à l'avortement et à la contraception, qui étaient des coordinations d'associations, de syndicats et d'organisations politiques, et que, parallèlement, on se battait pour qu'à l'intérieur de ces organisations existent des commissions femmes et des commissions homo et contre... et je trouve que c'est important, ce va-et-vient. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les luttes spécifiques et les organisations politiques, syndicales et associatives. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On n'a plus que 2 minutes, alors lequel d'entre vous Peut-être juste un petit mot de conclusion. En fait, je me rends compte que c'était pas tant des questions, vos prises de parole, et tant mieux. Non, mais tant mieux, parce que c'est des compléments. Et on n'est pas ici pour délivrer un savoir ou une pensée. On est là pour échanger. On est là pour avancer, pour faire avancer les idées. Et c'est évidemment collectivement qu'on le fait et qu'on continuera de le faire. Donc merci pour tous les compléments qui ont été apportés, très justes, qui ont permis d'affiner ce qui a été dit à ces tables. Et je crois que cette conférence... Justement, tout son intérêt, c'est que toutes les prises de parole ont permis d'alimenter la réflexion. Donc merci à toutes et à tous. Belle fin de soirée tout le monde. Belle fin d'amphi aussi. Et à très très vite dans les luttes. Merci.